partie de la famille. Tu n'es pas comme nous, pourtant on t'aime beaucoup maintenant, tu fais partie de la famille. Tu te rappelles Réponse? Assez peu. Ce n'est pas le Disney que j'ai vu le plus ni celui qui m'a le plus marqué, mais je n'ai rien de spécial à en redire. Une bonne histoire, des personnages attachants, des chansons agréables, pas forcément inoubliables mais agréables. Un film correct, ce qui est déjà plus que ce qu'on peut dire de bien des Disney récents. D'accord, mais si j'en parle, c'est parce qu'il y a dans ce film un passage que j'ai particulièrement aimé. Quand Réponse s'échappe enfin de sa tour, où elle a été enfermée pendant des années par une sorcière qui se fait passer pour sa mère. On enchaîne une série de scènes où on la voit passer brusquement de l'euphorie d'avoir enfin osé s'émanciper et sortir de sa tour, puis l'instant d'après, s'effondrer en larmes, écrasée par la culpabilité d'abandonner sa mère dont elle craint de briser le cœur en lui désobéissant. Cette scène m'a particulièrement touchée. Pourquoi? Parce qu'elle illustre avec efficacité et simplicité le dilemme d'un enfant qui aime ses parents mais doit apprendre à les quitter pour grandir. Mieux, elle illustre la tragédie que c'est d'être entravé par ses parents, conscient de devoir leur résister, mais incapable de s'empêcher de les aimer malgré tout. C'est une situation très forte, très porteuse. On représente souvent dans la fiction des enfants se rebellant contre un parent maléfique ou traitant son parent bénéfique avec dévotion, mais on représente assez peu cette situation, ce dilemme. Même en ayant conscience d'être le petit dernier d'une famille de super vilains, il est très difficile de ne pas aimer sa famille. C'est ainsi qu'on se retrouve parfois dans la situation paradoxale de vouloir empêcher son père mafioso de nuire, mais tout en empêchant Zorro de l'envoyer en prison quand même. La famille est le cocon qui nous protège d'un monde hostile dans les premières années de notre vie, le cadre stable et familier auquel on retourne, ou auquel on cherche à retourner, pendant le reste de sa vie après avoir affronté les rudesses de la vie quotidienne. Même quand ce cadre n'est pas aussi agréable ni aussi épanouissant qu'on le voudrait, il paraît toujours, par sa familiarité, plus enviable que la jungle du dehors vu qu'il porte en lui-même des codes, des habitudes, un passé commun qui nous identifie et nous relie à ceux qui partagent cette identité commune. Le caractère essentiel des relations familiales est pris par les auteurs comme quelque chose d'une évidence absolue. Il suffit de faire dire à un personnage « cet homme m'a quasiment élevé » pour faire comprendre tout le drame et la tragédie que c'est pour ce personnage d'avoir à affronter l'homme en question et de ne pas parvenir à le sauver quand il tombe dans l'eau bouillante. Aucune autre réplique, aucun autre détail n'est nécessaire pour que la situation soit émouvante. Bref. La famille, c'est très important. Tellement important qu'on en met partout. Même des fictions qui en toute logique seraient des histoires d'amitié entre adolescents qui combattent le crime entre deux parts de pizza se retrouvent à être des métaphores de la vie de famille, alors qu'en fait elles auraient franchement intérêt à être plutôt des histoires de super-héros. Ça se justifie mine de rien. Dans le cas d'une histoire de super-héros, justement je conteste, et j'aime autant parler de ça maintenant une bonne fois pour toutes histoire de pas polluer le reste de la vidéo. Comme on aura l'occasion de le voir plus tard, le thème de la famille est lié aux besoins personnels de chacun, à la quête de bonheur et d'épanouissement. C'est un thème égocentrique, qui est aux antipodes de ce dont traite typiquement une vraie histoire de super-héros, c'est-à-dire la difficulté de prendre les bonnes décisions alors qu'on a tant d'occasions d'être induit en erreur, de perdre de vue ce qui est essentiel, de lâcher prise, ou alors de la responsabilité qu'on a envers les autres quand on a le pouvoir de faire la différence. Ces sujets super-héroïques se subordonnent difficilement au thème de la famille, sinon ça clash. C'est particulièrement flagrant dans Teen Titans où les héros stressent davantage quand on s'en prend à leur tour, c'est-à-dire le symbole de leur communauté qu'ils ont construite ensemble et à laquelle ils tiennent beaucoup, que quand le super vilain risque de détruire la ville s'il n'est pas arrêté à temps. Les X-Men, dont on aura aussi l'occasion de reparler, sont un cas particulier, car ils doivent survivre à une exclusion qui aurait lieu même s'ils n'étaient pas des super-héros, et que leur principal but en tant que super-héros est de contrer. Mais en général, je trouve que quand on essaie de transformer une série de super-héros en histoire de développement personnel, ça a tendance à donner de mauvais résultats. Pour le super-héroïsme, ok. Mais pour toutes les autres fictions présentant une bande de personnes reliées entre elles par les circonstances comme étant une famille, ça se justifie. Qu'on parle de famille biologique ou de famille d'adoption, chaque individu a besoin d'un point de référence, d'un groupe auquel il se sent appartenir avec plus ou moins de bonheur, et en souffrira s'il ne dispose pas de cet élément. Tout groupe de héros amenés à cohabiter ensemble tout le long d'une série finira par développer cette dynamique de groupe, cette référence commune, cette stabilité qui aide chaque protagoniste à garder son équilibre et qui n'a pas de meilleur nom que famille. Et quand ça ne se passe pas, ça se remarque comme quelque chose d'incongru. Donc oui, on a tendance à considérer que les Teen Titans sont une famille et que les histoires entre eux sont des histoires de famille, parce qu'on a cette idée en tête de la famille refuge. Et tout ce qui tient lieu de refuge gagne le titre de famille. Sauf que ça, c'est quand même une image très idéalisée. En vrai, dans la vie de tous les jours, les relations qu'on entretient avec nos familles sont rarement parfaites, et les interactions qui en découlent sont complexes à gérer. Certes, mais la fiction doit tout de même garder cette image idéalisée comme référence. C'est un besoin, un rêve qui nous est essentiel. L'idée qu'il y a un groupe où on est à sa place, dont on fait partie, et dont on fera toujours partie, quoi qu'on fasse et même si on change beaucoup. S'il est difficile de voir ce besoin comblé par la réalité, c'est d'autant plus nécessaire de le voir alimenté par la fiction. Pourtant, tu viens d'expliquer que ce qui te plaît dans Réponse, c'est la représentation de la tragédie que vit la jeune fille qui prend le risque de s'opposer à une mère toxique malgré son amour pour elle. Et pourquoi
cette situation tragique est-elle jolie? À cause de cet amour irrépressible que la fille ne peut pas s'empêcher d'éprouver pour sa mère. Cet amour est l'idéal familial que je décrivais, un amour inconditionnel, qu'on ne peut se retenir d'éprouver même si on essaie. Parce que Réponse ne parvient pas à être indifférente à sa mère adoptive, on sait qu'un enfant ne peut s'empêcher d'aimer son parent même s'il commet des erreurs envers lui. C'est une idée réconfortante malgré tout. Tu te rappelles Ambrosius dans Les Mystérieuses Cités d'Or? Oui, je vois où tu veux en venir. C'est l'exemple type du concept qui ne pouvait pas marcher et qui a marché quand même. Caricature de méchant de James Bond grandiloquent et excentrique catapulté dans une histoire profonde et contemplative mettant en scène des enfants sages, il y avait rien d'autre à attendre de lui qu'être ridicule et décalé par rapport à l'ambiance générale. Or non seulement il s'est très bien intégré dans l'histoire, mais son parcours personnel est rétrospectivement l'un des éléments les plus satisfaisants de la série, et celui auquel on repense le plus fréquemment après. Tout ça principalement à cause de sa relation avec Tao. C'est pas à proprement parler une relation père-fils. En tout cas, ça l'est encore moins que la relation entre Réponse et la mère Gothel. Mais paradoxalement, c'en est encore plus touchant. Ambrosius veut un héritier, un fils spirituel. Et Tao a le caractère et les compétences qu'il faudrait pour remplir ce rôle. En outre, Tao est lui-même à la recherche d'un modèle, d'un père de substitution. Son père biologique, il l'a visiblement peu connu, en tout cas il en parle comme d'un souvenir relativement lointain, d'un élément d'une tradition qu'il entretient par devoir, là où les pères de Zia et Esteban demeurent très présents dans leur esprit, malgré le fait qu'Esteban n'ait au fond jamais connu le sien. Donc Tao n'a pas vraiment d'autre père qu'Ambrosius, même mort, auquel il pourrait se raccrocher. Mais Ambrosius est un méchant très méchant, et Tao ne se détournera jamais de la voie du bien. C'est une situation inconciliable où les deux personnages s'aiment de façon tout à fait sincère, mais ne peuvent pas être heureux ensemble. Même si ce cas de figure n'est pas inédit, d'habitude on crée ce genre de situation plutôt entre deux personnes attirées romantiquement l'une par l'autre. Cette recette est classique. Le fait de la détourner comme ça était une idée de génie de la part des auteurs des saisons tardives des Mystérieuses Cités d'Or. La romance c'est bien, mais le besoin d'un héritier, le besoin d'une figure paternelle, c'est un sentiment extrêmement puissant, extrêmement parlant, immédiatement compréhensible, qui permet au spectateur de compatir instantanément avec les personnages. N'empêche que tu parles d'un idéal familial que la fiction doit alimenter, mais les exemples qui te touchent le plus sont des relations familiales dysfonctionnelles. Bon, en mettant de côté le fait que c'est l'existence de cet idéal familial dans nos esprits qui rend ces relations dysfonctionnelles si touchantes, les mettre en scène présente un intérêt, celui de montrer les protagonistes réussissant à y faire face et donner au mieux des clés de résolution, au pire un espoir à quelqu'un qui vivrait une situation de ce genre IRL. Et la famille, la vraie, celle qu'on n'a pas choisie, celle qui est chiante, celle qu'on peut pas changer, t'en veux pas dans tes histoires ? Y a pas un seul type de bonnes histoires. Les grandes tragédies comme celle de Réponse et d'Ambrosius sont cathartiques et émouvantes. Mais les récits du quotidien sur la difficulté de supporter sa grande sœur ont aussi leur intérêt. Celui de simuler la résolution des conflits, le développement du sentiment d'appartenance, l'affection qui découle de la proximité des membres d'une même famille. Fort de ces simulations, le spectateur saura d'autant plus aisément quelle attitude avoir envers sa vraie famille. La question des relations familiales dans les dessins animés sera effectivement plutôt abordée dans des séries de type sitcom décrivant le parcours quotidien des personnages et leur apprentissage de la vie et du monde. Dans les séries d'action-aventure, la famille, c'est aussi le cadre de départ dont le protagoniste doit se détacher pour partir à l'aventure, et vers lequel il ne doit revenir que changé, transformé par les épreuves et capable de survivre sans elle. Cela bien sûr si la famille n'est pas morte afin de pousser le protagoniste à lever l'ancre. C'est aussi éventuellement l'objectif de l'aventure. Tu dois la retrouver, la délivrer parce que les méchants l'ont changée en pierre, ou la construire en te mariant et en ayant beaucoup d'enfants. Bref, c'est la situation initiale et la situation finale, mais l'enjeu de l'aventure est quand même de réussir à s'en passer pendant tout le temps de l'histoire. On peut tout au plus passer un moment au début de l'intrigue à s'attarder sur la faiblesse du parent, son incapacité à faire face à tous les dangers tout seul, obligeant le protagoniste à devenir prématurément responsable pour soutenir l'adulte dépassé. L'anecdote des photographes concurrents au début de Perrin Monogatari ne sert qu'à ça. Sauf si l'histoire est en fait sur une famille d'aventuriers. Dans ce cas-là, on se débrouille au moins pour que parents et enfants vivent leurs aventures séparément. Et sinon, on montrera que les enfants doivent grandir pendant que les parents se retirent progressivement de l'action pour leur laisser la place. C'est normal, les dessins animés s'adressent quand même à des petits spectateurs qu'il faut encourager à grandir. Il faut donc quand même que l'histoire aille dans le sens de l'histoire. Bref, quand toute la famille part à l'aventure, on trouve des solutions. En principe, famille et aventure ne font pas trop bon ménage. Du coup, je sais pas à quel point c'est lié, mais les familles qu'on présente dans ce type de fiction ne sont pas toujours de vraies familles. Ambrosius n'est pas le père biologique de Tao. Pourtant, leur situation ne marche que si on accepte de les considérer réellement comme père et fils. Si ce n'est pas les liens du sang, qu'est-ce qui définit une famille dans la fiction ? Je crois qu'en fait, on l'a déjà donné la définition.
J'ai le sentiment qu'en général, toute catégorie de fiction confondue, y compris l'action-aventure, la famille, ce que les auteurs considèrent comme la famille, c'est les gens qu'on n'a pas choisis et qui ne nous ont pas choisis, qui sont là soit parce qu'on est né des mêmes aïeux, soit parce qu'on a été mis en relation par la force du scénario et du hasard, mais qui par leur présence font qu'on n'est pas seul, quoi qu'on mérite. À ce stade-là, malgré l'absence totale d'amour qui relie les héros de Cowboy Bebop, on peut les considérer comme en étant tout de même une famille pas très unie, mais une famille à peu près fonctionnelle quand même. Un groupe constitué au gré des circonstances, pas vraiment par affinité, et qui développe tout de même une affection à force de se fréquenter comme les X-Men, peut être considéré comme une famille d'adoption. Du coup, les potes, c'est ceux qu'on choisit? C'est ceux dont le caractère te convient si bien que ça en fait tes êtres humains préférés. Si le hasard fait bien les choses ou que le scénariste t'aime bien, les membres de ta famille peuvent aussi être tes amis. Je te laisserai tenir la bombe. Il me connaît bien. Eh bien tu vois, je suis plus si sûr que la distinction soit très clairement faite dans les fictions actuelles. C'est pas pour m'acharner sur Teen Titan, mais je persiste à trouver que la dynamique qu'il y a entre eux devrait être celle d'une bande de potes, qui poursuivent ensemble l'objectif d'accomplir des grandes choses, et que la série s'obstine à essayer de les présenter comme une famille qui n'a pas d'autre objectif que de se préserver elle-même et de procurer du bien-être à ses membres. Il y a vraiment quelque chose qui va pas là-dedans. Pourtant, on n'a pas de mal à percevoir les X-Men comme une famille. Je l'évoquais un peu dans mon laïus du début, que j'ai fait au début, pour ne pas polluer le reste de la vidéo. Les X-Men sont réunis par la nécessité, ils n'ont pas plus choisi d'être ensemble qu'ils n'ont choisi d'être des mutants. Et donc, connaissant leur origine, l'origine de leur besoin de se regrouper comme s'ils étaient une famille, on les perçoit sans problème comme une famille. C'est aussi ça le truc, la famille d'un personnage, en principe, ça a trait à ses origines. On connaît pas bien le passé d'Ambrosius, on ne sait pas comment le père de Tao est mort, mais les deux personnages sont rapprochés par leur connaissance du peuple de Mu, donc ça a trait au passé. Mais je digresse. Je disais quoi? Teen Titan. Oui. Le problème, c'est que la série rechigne à nous livrer les origines des personnages. Elle ne nous raconte comment ils se sont regroupés qu'à la toute fin, et à part vaguement pour Starfire et Raven, on ne nous explique absolument pas pourquoi ils se sont retrouvés sans famille et ont eu besoin d'en fonder une ensemble. Malgré ça, les auteurs ont quand même tenu à les présenter comme une famille, comme si être une bande de potes n'était pas quelque chose d'assez légitime. Il y a pourtant des décennies d'animés japonais qui sont là pour prouver que l'amitié est un sujet tout à fait intéressant en soi. La confusion qui est souvent faite, parfois volontairement, entre amitié et fraternité dans les séries animées récentes est d'autant plus étonnante que la fiction tient quand même beaucoup à entretenir l'idée que ce qu'on ressent vis-à-vis d'un membre de sa famille est trop particulier pour être confondu avec tout autre sentiment d'affection, même quand on sait pas que cette personne est de sa famille. La voix du sang, tout ça? C'est ça. Il y a un fantasme sur la voix du sang dans l'imaginaire collectif, qui veut que deux membres de la même famille séparés à la naissance ou pendant l'enfance, qui se retrouvent par hasard en ayant grandi, se reconnaîtront malgré eux, du moins éprouveront l'un pour l'autre un sentiment de proximité plus fort que toute leur logique. Le souci, c'est que le premier et meilleur exemple de cette recette qui me vient en tête est celui de Marine et Seyard dans Les Chevaliers du Zodiaque. Comme je n'ai pas de chance, ce merveilleux et parfait exemple a été, paraît-il, retconné, et ils ne sont plus respectivement le frère perdu de l'une et la sœur perdue de l'autre. Alors je sais bien que l'idée que Marine soit la sœur de Seyard posait des problèmes de chronologie, mais enfin excusez-moi, les Chevaliers du Zodiaque étaient de toute façon loin d'être le champion de la cohérence. Avec ce retcon, il y a maintenant dans la même fiction deux couples de frères et sœurs séparés qui se retrouvent au même endroit. Bravo pour la parcimonie scénaristique. Quel exemple je vais bien pouvoir citer maintenant? Bah celui de Guy et Dublon dans RRR. C'est pour ça que je pouvais pas te saquer. T'es ma sœur. Un exemple de dessin animé, merci. Manic, Sonia et Sonic dans Sonic le Rebelle. Bon, Manic et Sonia ne prennent pas conscience que s'ils ont très envie de jouer de la musique avec ce hérisson bleu rencontré par hasard, c'est parce que c'est leur frère. Mais ils sont tout de même pris d'une envie irrépressible de jouer de la musique avec lui, et leur harmonie est incontestable. Ils ont leur musique dans le sang. On peut justifier la préscience des membres de la même famille avec les règles et la magie de l'univers dans lequel se passe la fiction. Mais l'idée générale restera toujours que si Leia a toujours pressenti que Luke était son frère, oui, je sais à quoi vous êtes en train de penser, non, j'en parlerai pas. Si Leia a toujours pressenti que Luke était son frère, et que sa vraie mère était très belle et très triste, ce n'est pas seulement parce qu'elle maîtrise la force, mais parce que les liens du sang sont puissants à ce point. Pourtant, Yukina passe toute la série Yu Yu Hakusho aux côtés d'Yae sans réaliser qu'il est son frère. Ce qui n'empêche pas que dès qu'elle le rencontre, elle lui fait spontanément confiance. Alors que franchement, il n'a pas une tronche qui inspire une confiance spontanée. Je vois vraiment pas ce que tu veux dire. Bon, blague à part, ce fantasme de la voix du sang va de pair avec un autre fantasme, celui sur la génétique. Évidemment, c'est moi. Tu pensais vraiment que mon aïeul avait la même gueule que moi? Non seulement les parents, ou arrière-grands-parents du protagoniste quand on monte le temps, ont la même tête que leurs descendants, mais ils ont également le même caractère, les mêmes compétences, la même vie que leurs descendants. Oui, et les couples de frères et sœurs de la génération précédente ont exactement les mêmes schémas relationnels que les couples de frères et sœurs de la génération suivante. Généralement, c'est là pour le gag. Mais on peut avoir des histoires touchantes où un enfant réussit là où son parent confronté à la même situation a échoué.
Ça peut être mis en scène sans attribuer quoi que ce soit à la génétique. Ce genre de situation n'est franchement pas moins poignant quand l'héritier qui réussit n'est pas de la même famille que celui d'où vient l'héritage. D'ailleurs, j'en reviens à ce que je disais au début. Les familles de fiction ne sont pas toujours de vraies familles. En fait, je dirais que c'est fréquent qu'elles ne le soient pas. Les dessins animés adorent mettre en scène des familles recomposées, des familles adoptives, des familles spirituelles formées par les circonstances, et démontrer qu'elles sont tout aussi fonctionnelles que n'importe quelle famille. Dans Phineas et Ferb, les Flint Fletcher sont une famille recomposée. Le seul moyen qu'on a de le savoir est que Phineas et Ferb n'ont pas le même nom de famille. Phineas et Candice considèrent réellement Lawrence comme leur père et Ferb comme leur frère. Ça tombe tellement sous le sens que ce n'est jamais commenté. C'est tout au plus si on qualifie Ferb de demi-frère au lieu de frère dans un ou deux épisodes. Le fait qu'on ne mentionne jamais le père biologique de Phineas et Candice est peut-être source de plein de théories de fans, mais c'est surtout dû au fait qu'il n'y a jamais besoin de le mentionner. Lawrence est le seul père dont ils aient besoin. Autant dire que cette idée comme quoi les membres d'une même famille auraient la même tête, la même façon d'agir et vivraient le même type de truc, au final ça ne doit pas venir des fantasmes qu'on a autour de la génétique, c'est plus une idée ancrée dans l'inconscient collectif qu'on aime à utiliser parce que ça fait des histoires vraiment cool. En effet, indépendamment de la question de la famille, l'idée d'une histoire qui se répète de génération en génération avec des groupes héritiers les uns des autres qui ont la même structure est une idée qui a beaucoup de succès, dans la fiction comme dans la réalité. À la fin de la République romaine, Brutus était exhorté à se retourner contre César pour être digne du Brutus légendaire qui aurait renversé la monarchie 500 ans plus tôt. Dans Avatar, le dernier maître de l'air, Hiro essaye de convaincre son neveu de rejoindre l'Avatar en lui révélant que l'ancien Avatar était son arrière-grand-père maternel. Narrativement, ce rebondissement a peu d'intérêt. Zuko a de nombreuses autres motivations pour se retourner contre son père. Ça doit vraiment être parce que cette idée d'être fidèle à son héritage est populaire en elle-même. Cet héritage peut être biologique ou spirituel. Or, quand on oppose famille biologique et famille adoptive, c'est souvent pour démontrer que la deuxième est contre toute attente plus satisfaisante que la première. Et faire de ce constat une source de tension, propice à des rebondissements, voire à des arcs fillers entiers. Là, on parle de familles déjà constituées. Effectivement, la dichotomie entre famille biologique et adoptive, ça se pose dans le cas des relations parents-enfants ou frères et sœurs. Mais il ne faut pas oublier que la base de la famille, c'est quand même le couple. À partir du moment où tu choisis de te marier ou de vivre en concubinage avec ton love interest, parlons de mariage tout court pour simplifier le propos, celui-ci devient légitimement un membre de ta famille, et j'ose espérer que tu n'avais aucun lien biologique avant de te mettre en couple avec. Le mariage, il concerne pas trop les protagonistes enfants, donc ce sera pas forcément un sujet proéminent dans les dessins animés pour la jeunesse. Soit il est l'objectif de l'intrigue, soit le mariage heureux d'un couple de personnages secondaires est un élément de background. Mais c'est assez rare que la difficulté de faire marcher une relation de couple sur plusieurs années soit un sujet de l'intrigue. Et même quand c'en est un, il mettra plutôt en scène des fiancés, et le mariage restera un objectif à atteindre plus qu'autre chose. Donc, pas besoin de te prendre la tête avec cette question-là. Les relations familiales qui seront les plus utilisées dans les dessins animés seront les relations parents-enfants et les relations de frères et sœurs. Comme je disais, la famille, la vraie, c'est celle qui est chiante vu qu'on l'a pas choisie et qu'on peut pas la changer. C'est généralement via les fratries qu'on la met en scène. En effet, quand la mésentente familiale est mise en scène via une relation fraternelle, c'est suffisamment bénin pour être un gag. Ou c'est de la vérité fausse numéro 2. Ou c'est les deux à la fois. Dans le cadre des relations parents-enfants, comme tu l'as montré en début de vidéo, une mésentente sera forcément très douloureuse pour l'un ou l'autre partie, à cause de l'importance que ça a pour un enfant d'être accepté par ses parents et pour un parent d'être un bon parent pour son enfant. Les malentendus et divergences d'opinion ne peuvent plus être traités comme des éléments anodins de la vie quotidienne, ce sera forcément un enjeu majeur. Et si on choisit malgré tout de le traiter avec légèreté, ça en deviendra touchant plus que drôle. On reviendra encore sur les relations parents-enfants, parce que c'est vraiment tout un sujet. Les frères et sœurs ne servent pas uniquement à parler de la famille, la vraie, celle qui est chiante. La rivalité et l'envie que les frères et sœurs éprouvent l'un pour l'autre peut devenir un sujet et un ressort de l'intrigue et porter son lot de tragédie aussi. Souvent, il y a un malentendu derrière qui va se résoudre à la fin de la série. Et même quand il n'y en a pas, on sent que derrière la mésentente, il y a une admiration et une envie. A noter qu'on peut faire la même chose avec les relations de cousinage. Jérémy et son cousin d'un épisode ont ce type de relation dans Code Lyoko. Une relation d'envie teintée d'admiration. Une mésentente alimentée par un malentendu qui dure depuis des années, fondée sur un complexe d'infériorité. Une impression d'être méprisé par l'autre, qui se croit lui-même méprisé à tort, alimentant la tension. Ça peut même être exacerbé par le biais d'un aspect rat des villes, rat des champs. Mais, à moins d'être le sujet exclusif de l'œuvre, les familles de fiction sont souvent confrontées à l'agressivité du monde extérieur. Car on n'oublie pas qu'une intrigue est structurée autour d'un conflit. Leurs membres se doivent donc d'avoir une relation plus solide. On en revient à la dichotomie entre les séries sitcom et les séries d'action-aventure. Sauf composante sitcom très forte dans la série, les frères et sœurs aventuriers auront généralement une relation très idéalisée et des parties de cette rivalité qui est leur caractéristique majeure dans les séries tranches de vie. Souvent même, l'aîné aura la responsabilité de prendre soin du cadet. Ce qui permet de mettre en scène la prise en charge d'un enfant sans rendre le protagoniste trop vieux pour autant.
D'autres fois, la question de qui protège qui entre l'aîné et le cadet sera plus ambiguë, et les deux membres de la fratrie assureront leurs arrières respectifs de manière équivalente. C'est typiquement un cas de figure où les personnages n'ont pas besoin d'être frères et sœurs biologiques pour être dans une telle dynamique. Ils ont seulement besoin de se comporter comme s'ils l'étaient, comme Guizhou et Lianshu dans Chasseur de Dragons. Une relation de fraternité particulièrement idéalisée dans la fiction, c'est la relation entre jumeaux. Ah ça oui, pour être idéalisé, c'est idéalisé. C'est même idéalisé quand les jumeaux en question ne sont pas réellement jumeaux. La fiction aime mettre en scène des jumeaux dont la proximité et la capacité à être sur la même longueur d'onde est à la limite du surnaturel, voire carrément surnaturel de manière assumée. Ceux qui n'auront pas ce genre de connexion auront tout de même une relation très forte, mise en scène avec toute l'emphase nécessaire. Derrière cette idéalisation, il y a la notion qu'un frère ou une sœur, et là je ne parle pas que des couples de jumeaux, c'est un autre soi, c'est quelqu'un qui est né et a grandi autant que possible dans les mêmes conditions que soi, a eu la même enfance, la même expérience, et est de ce fait la personne la plus à même de comprendre qui on est, comment on fonctionne, et pourquoi on réagit comme on réagit dans certaines situations. Ça crée une relation de proximité où les mots ne sont pas forcément nécessaires pour communiquer. D'ailleurs, dans les intrigues impliquant un parent abusif qui s'oppose à l'épanouissement de son enfant, il arrive que le frère ou la sœur soit le seul membre de la famille qui prenne la parole pour défendre le protagoniste. En effet, étant proche de celui-ci par l'âge et la situation, ce frère ou cette sœur est la personne la plus à même de comprendre ce que le protagoniste vit. Bon, je pense que vous nous attendez là-dessus. Il y a le cas de Gravity Falls qui est l'exact contraire de tout ça. Dipper et Mabel ne se comprennent pas parce que Mabel est trop égocentrique pour comprendre qui que ce soit et Dipper trop préoccupé par sa puberté, ses sentiments pour Wendy et les mystères de Gravity Falls pour s'intéresser aux caprices de sa sœur. Le fait qu'ils soient jumeaux me paraît cosmétique au mieux et ne sert vaguement que dans l'épisode d'Halloween, et encore à peine. Pour l'autre couple de jumeaux de l'intrigue, la gémilité joue un rôle plus important, mais franchement, je serais bien en peine de dire où les auteurs ont voulu en venir avec leur série. Je crois que c'est parce que ça a une dimension autobiographique de la part d'Alex Hirsch, mais si c'était moi sa sœur, j'aurais assez mal pris d'être campé comme Mabel. On n'a jamais fait mystère du fait qu'on n'aimait pas du tout Gravity Falls. En tout cas, le fait que les protagonistes soient jumeaux ne leur sert ni à se comprendre, ni à se soutenir, ni à être unis contre l'adversité. Bon, l'union des frères et sœurs contre l'adversité dans les séries plus compréhensibles, c'est à condition que l'adversité ne consiste pas à ce que les parents s'occupent en priorité d'un enfant au détriment de l'autre. L'angoisse que ça se produise consécutivement à la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur est même un sujet type, auquel les séries animées consacrent parfois un film entier. Généralement, quand ce genre d'injustice perdure passé le stade où l'un est bébé et l'autre pas, c'est parce que l'un des membres de la fratrie est malade ou plus fragile, et du coup l'autre est invité à se débrouiller tout seul, voire complètement invisibilisé. Mais des fois, c'est juste parce que l'un des deux présente mieux que l'autre, et c'est de l'injustice pure et dure. Quoi qu'il en soit, des intrigues impliquant un parent abusif, Jovan sait qu'il y en a dans la fiction. Dame, la relation parent-enfant, c'est le centre de l'univers du petit spectateur encore en train de grandir. C'est l'alpha et l'oméga de sa vie quotidienne. Autant dire que c'est l'un des sujets les plus importants dans la fiction jeunesse. La relation aux parents, biologique, adoptif ou spirituel, est une relation fondatrice pour les enfants. Je ne prétendrai pas savoir comment ça se passe pour ceux qui grandissent seuls. Je suppose qu'ils s'efforcent de se référer à un adulte pour se construire. En tout cas, le besoin de référents, de modèles, tout le monde le ressent. De ce fait, l'adulte protecteur qui sert de point de repère et de caution morale, sa présence, son absence, son dysfonctionnement, est un des ressorts scénaristiques les plus essentiels. Ainsi, le conflit parent-enfant est un sujet particulièrement proéminent dans les longs métrages d'animation Disney. Et le méchant est très souvent une figure parentale maléfique, que ce soit dans les Disney très anciens, moins anciens ou modernes. De nombreuses variétés de parents méchants ou obstructifs fonctionnent bien dans les longs métrages d'animation car ces films sont courts. Les séries, elles, en préfèrent une en particulier parce qu'elle fonctionne bien sur la durée. La figure du Seigneur du Feu Ozai, père tyrannique et malfaisant qui rejette son enfant, le maltraite, l'humilie, mais dont celui-ci continue à rechercher désespérément l'approbation et l'affection. Petite parenthèse, cette recette se heurte à une réalité pratique incontournable. On a toujours deux parents. Alors quid de l'autre parent ? La méthode standard est de l'avoir fait disparaître avant le début de l'intrigue, du fait du parent maléfique ou indépendamment de sa volonté. Ces parents méchants sont donc souvent célibataires. Ah, pas toujours. Ah oui, effectivement. Dans ce cas, il y a toujours moyen que les deux parents soient identiques dans leur méchanceté, mais ça donne un effet un peu cartoon. L'approche plus tristement réaliste est celle où l'autre parent est trop faible ou trop apathique pour s'opposer à celui qui est maltraitant. Très franchement, j'ai tendance à considérer que le parent faible fait tout autant partie du problème que le parent méchant. Et certaines œuvres comme les Arnold sont clairement d'accord avec moi. Pour d'autres, la rédemption du parent faible est un vrai sujet. Mais dans ce cas, c'est l'arc personnel de ce parent faible, pas celui de l'enfant maltraité.
Donc quand on s'intéresse aux parents faibles, on change un peu de thématique. En effet, la recette du Seigneur du Feu aux Ailles, dans sa version la plus pure, célibataire donc, a pour avantage d'explorer pleinement le sujet de ce qu'on ressent vis-à-vis de sa figure paternelle ou maternelle, de ce qu'on ne peut pas s'empêcher de ressentir même quand le parent en question se montre agressif. C'est ce que tu évoquais en introduction avec ton exemple de réponse. Dès que l'enfant commence à prendre conscience de son individualité, du poids qu'il pèse dans le monde, des ressources qu'il consomme en existant, et de la responsabilité qu'il a de justifier ce poids et cette consommation de ressources, il a besoin que ses parents, qui sont plus ou moins volontairement la cause de tout ça, fournissent cette justification en confirmant que son existence est quelque chose de valable. Lorsque cette confirmation ne vient pas, voire quand elle est au contraire infirmée, trouver la force de se battre pour sa propre survie malgré la sentence parentale nécessite une volonté exceptionnelle. Qu'on l'ait ou pas, c'est une situation avec un fort potentiel tragique, très facile à appréhender pour un spectateur, a fortiori un spectateur jeune aux prises avec ce type d'interrogation. Surtout, l'histoire de quelqu'un qui s'en sort face à ses démons intérieurs est généralement quelque chose de très satisfaisant à entendre et à raconter. Pour pouvoir explorer la façon dont le protagoniste va développer via un travail sur lui-même un sentiment vis-à-vis de sa propre existence, il faut que quelque chose de très puissant s'oppose à ce sentiment. Aux yeux d'un enfant, rien n'est plus fort que l'adulte qui veille sur lui. En conséquence, il devient essentiel que le parent du protagoniste de ce type de fiction soit un authentique psychopathe. La recette du parent psychopathe permet également de mettre en scène le fait que le besoin de reconnaissance et d'approbation qu'on ressent vis-à-vis de ce parent est irrépressible, puisqu'il l'aime même quand le parent est psychopathe. Ça permet de souligner combien il est normal de vouloir l'approbation de ses parents, combien il est nécessaire de l'avoir, et de déculpabiliser tout spectateur qui n'arriverait pas à se remettre de la douleur d'avoir encouru une telle désapprobation. Il est à noter que cette recette fonctionne même avec des personnages adultes, et on la retrouve donc sous des formes plus ou moins dramatiques dans tout type de fiction. Elle ne sert pas forcément à montrer le protagoniste luttant pour arriver à s'aimer lui-même malgré le désamour du parent maléfique. Elle existe d'ailleurs dans les deux sens. Ça arrive de mettre en scène le fait que même pour un parent diabolique, il est impossible de ne pas aimer l'enfant qu'on a élevé. Les parents super vilains ont donc besoin de transformer leur enfant en super vilain pour continuer à avoir une relation épanouie avec eux. C'est plus ou moins ce que parviennent à faire les méchants de Fantôme 2040. Leur cruauté est d'autant plus horrible qu'à côté de ça, ils sont une famille unie qui s'aime sincèrement. Mais résultat, leur fils est complètement fou. Bref, on peut faire de bonnes fictions en racontant l'histoire côté parent. D'autant que le métier de parent a ce site paradoxal que tu dois accepter que ton enfant, une fois devenu adulte, ait son libre arbitre et choisisse lui-même s'il devient gentil ou méchant, mais en même temps, tu es quand même tenu responsable du résultat. Ça fait de la matière à exploiter pour mettre en scène les drames humains. Oui, mais c'est plus rare de voir ça dans la fiction jeunesse. Comme les dessins animés sont généralement racontés du point de vue des jeunes, c'est plutôt du rapport aux parents qu'on parlera. Je le répète, comme c'est une situation très porteuse, ça donnera lieu à des histoires très touchantes. Le but, c'est d'avoir des scènes comme celle où Réponse sort de sa tour pour la première fois. Je sais que c'est pas forcément un sujet qui intéresse tout le monde, mais personnellement, ça m'intéresse beaucoup. Ça intéresse beaucoup de monde. Du coup, cette recette est utilisée et réutilisée, tant et si bien qu'à force de se retrouver partout, un effet pervers finit par se dégager. La notion que les parents sont maléfiques est devenue une telle évidence que la fiction oublie parfois de donner aux parents psychopathes une motivation un tant soit peu crédible. On se retrouve alors avec moult films Disney Pixar récents mettant en scène des parents ou des grands-parents caricaturalement méchants sans vraie raison. Et sans vraie rédemption parce que les auteurs ne semblent pas réaliser le côté caricatural de leur méchanceté. En effet, les scénaristes de Lucas, d'Encanto ou d'Alerte Rouge ont voulu mettre en scène des adultes qui s'opposent à la volonté de l'enfant parce que ce sont des adultes. Mais ils n'ont pas cherché plus loin. Ils se sont pas dit que passé un certain degré d'abus, il était difficile de voir en ces personnages un parent normal qui aime son enfant, mais veut le voir suivre ce qu'il croit être les bonnes règles. Ils n'ont pas cherché à rendre leur méchanceté crédible. Dans La Petite Sirène, plus ancien, le roi Triton est aussi très autoritaire et radical, mais sa peur des humains nous est rendue compréhensible, pas tellement dans le cas. Et l'attitude humiliante de la mère d'Alerte Rouge ou de la grand-mère d'Encanto a beau être moins radicale que celle du roi Triton, l'explication qui nous en est donnée est très minimale et pas très convaincante. Ils n'ont pas mis en scène les angoisses dans lesquelles ses parents sont enfermés pour en arriver à se conduire aussi mal sans se rendre compte qu'ils se conduisent mal. C'est d'une naïveté vraiment étrange. C'est le problème avec les recettes très usitées. On finit par les réutiliser sans se demander quels sont les ingrédients indispensables pour qu'elles soient réussies. Les parents de ces Disney Pixar les plus récents ne sont pas réussis. Ils sont comme ça parce que les auteurs sont persuadés que tous les parents sont comme ça. Bon, après, reconnaissons qu'IRL, je connais pas grand monde qui s'entende avec sa famille. Et qu'en général, on voit plutôt ses propres parents comme les éternels insatisfaits que l'adulte qu'on est devenu à déçu. Mais si les fantasmes de la vie courante peuvent servir de point de départ à une idée de fiction, la fiction ne peut pas être constituée que de ce fantasme. Il faut approfondir le personnage et lui donner une logique interne plus développée que « il estime que le monde doit être d'une certaine façon et la personnalité de son enfant ne colle pas à sa vision du monde ». Ce genre de base, ça peut servir à introduire un malaise soft entre deux personnages, mais si on en vient à carrément envoyer sa fille dans un camp de redressement où on étudie la comptabilité pour devenir conforme aux normes de la société,
il va me falloir un peu plus de justification que ça, parce que c'est une conduite trop absurde pour être adoptée sans vraie raison. Généralement, la vision que les parents ont du monde a une origine. La raison pour laquelle ils refusent de s'en détourner même pour le bonheur de leur enfant aussi. Et le fait d'en arriver à des réactions extrêmes aussi. De toute façon, la question de ce qui fait un bon parent ne peut pas vraiment être traitée telle quelle dans la fiction, puisque comme on le disait, le scénario a besoin que les enfants partent à l'aventure et que les adultes protecteurs ne soient pas si protecteurs que ça. J'en reviens à la mère dans Perrine Monogatari. On s'en sort généralement en les faisant mourir en début d'histoire, comme on l'évoquait précédemment. Ou alors en présentant leur caractère protecteur comme oppressif. Il est probable que si Delphine et Marinette dans les contes du chat perché n'ont pas le droit de traverser la route, c'est parce qu'elles risqueraient de se perdre sinon. Mais l'histoire tient absolument à ne mettre en scène que le désir pervers qu'ont les parents de punir leurs filles si elles ont bravé l'interdit. Et donc le principal risque qu'elles encourent en traversant la route est la punition elle-même. Le fait de se retrouver au milieu d'animaux parlants qui veulent les adopter, c'est un problème mineur en comparaison. Comme on l'a vu avec l'exemple des Disney Pixar, ce choix donne rarement quelque chose de satisfaisant. Donc on optera plutôt pour la mort des adultes protecteurs en début d'histoire. C'est bien pourquoi les histoires d'orphelines sont un genre à elles toutes seules. Les histoires d'orphelines, leur objectif n'est pas juste d'enchaîner les péripéties. L'héroïne doit mériter, à force d'épreuves, de trouver ou retrouver une famille. L'absence de famille doit être palliée à l'issue de l'aventure. Elle est le problème auquel il faut trouver une solution, pas juste une nécessité pour permettre que l'histoire ait lieu. C'est à ça qu'on les reconnaît. Ce n'est pas parce que les parents sont morts en début d'histoire qu'on est dans une histoire d'orpheline. On cesse de l'être quand l'enjeu est plutôt de devenir capable de vivre sans la famille perdue pour être un adulte accompli. Dans tous les cas, tuer les parents au début de l'histoire est difficile à éviter si on veut qu'il y ait une histoire. Dragon Booster pousse le vice jusqu'à l'affirmer explicitement, puisque c'est grosso modo la justification bidon que le père du héros fournit pour avoir simulé sa mort au début de l'intrigue. Je voulais que tu prennes confiance en toi sans m'avoir à tes côtés, Arta. Bref, tuer les parents ou faire semblant est essentiel, à moins de décréter que dans cet univers, les enfants quittent le foyer à 10 ans pour chasser des Pokémon. À noter du coup que dans cet univers-là, les enfants ne cessent jamais d'avoir 10 ans et ne deviennent jamais adultes. Ça compte pas. Je reviens aux histoires d'orphelines. Pour les rendre passionnantes, il faut des coups de théâtre et du suspense. Et un ressort scénaristique assez pratique pour amener ces coups de théâtre et ce suspense, c'est de faire réapparaître un membre de la famille biologique du héros, mais sans que les deux intéressés sachent qu'ils sont de la même famille, ou sans qu'un des deux ne sache qu'ils sont de la même famille, de manière à ce que la révélation arrive tardivement dans une scène fortement chargée d'émotions. Ce rôle peut même être rempli non pas par un membre de la famille du héros, mais par le dépositaire des dernières volontés de son parent disparu. Ou par une famille ayant un disparu qui a disparu exactement dans les mêmes circonstances que le disparu de l'orphelin. Même si dans ces cas-là, ça donne à penser que le monde est très petit quand même. D'ailleurs, puisqu'on parle des malheurs de Sophie, cette recette du dépositaire des dernières volontés du disparu est suffisamment intéressante pour être un sujet en soi. Quand on l'utilise, on peut se passer de la période du malentendu. L'histoire sera sur la façon dont l'enfant réapprendra à faire confiance aux adultes sous la protection de son nouveau tuteur. Pour que la révélation fracassante marche, dans les cas où elle est nécessaire, il faut généralement que les deux membres de la même famille, même sans savoir qu'ils sont de la même famille, se soient profondément attachés l'un à l'autre, ce qui fait que ça tombe rudement bien qu'ils soient de la même famille en fait. Ça aurait été chiant qu'ils se découvrent affiliés à quelqu'un qu'ils aiment pas. C'est pour ça que je pouvais pas te saquer. T'es ma sœur. On en revient au fantasme de la voix du sang du coup, mais la plupart du temps, ce n'est pas présenté comme ça. Soit parce que la force de la génétique fait que les deux secrètement membres de la même famille ont le même caractère, et du coup beaucoup d'affinités l'un avec l'autre, soit parce que le personnage principal est tellement parfait qu'il est impossible de ne pas l'aimer, l'orpheline apprend généralement à se faire aimer de sa future famille encore plus fort que si elle avait grandi dedans. En tout cas, les interactions entre personnages sont mises en scène de manière à ce que les affinités qui naissent entre eux soient plus crédibles et touchantes que quelque chose, malgré moi, me pousse à aimer cette personne que je ne connais pas, comme si je sentais dans la force qu'il s'agit de mon frère disparu. Parce que même en essayant d'y croire, pour qu'une fiction fasse du bien, il faut mettre en scène des situations satisfaisantes sur le plan émotionnel. C'est sans doute aussi pour ça que la fiction donne aux relations de clan et de tribus ses lettres de noblesse, leur octroyant le même statut que les relations familiales. Dans X-Men Evolution, les interactions quotidiennes des X-Men sont prises autant au sérieux par le scénario si ce n'est plus que leurs interventions sur le terrain pour sauver le monde. Et bien qu'il s'agisse de camarades de classe, leurs relations sont présentées comme de vraies relations de famille. On ne fait pas de distinction entre ceux qui sont réellement le neveu de la prof principale et ceux qui ne le sont pas. On pousse le vice jusqu'à considérer que Malicia et Diablo sont frères et sœurs parce que l'une a été adoptée par Mystique mais sans jamais avoir été élevée par elle. Je t'ai adopté quand tu n'avais que 4 ans. Non! Fouille dans tes souvenirs. Tu es ma fille. Et l'autre son fils biologique mais sans jamais avoir été élevé par elle non plus. Et toi qui critiquais l'arbre généalogique de Sophie de Réan. Puisqu'on en est à parler de clan, j'aimerais dire quelques mots sur le clan le plus célèbre de la fiction, la Bat Family. Oui, malgré l'idée reçue désespérément persistante comme quoi Batman est une espèce d'ours qui rejette toute démonstration d'amitié et veut travailler seul, alors qu'il a eu un sidekick dès 1940,
Personne n'a autant que lui recueilli d'orphelins de laissés pour compte, de cœurs brisés nécessitant d'être réparés. Et je parle pas juste des 4 Robins, des 3 Batgirls et des Batman et Robin du futur. Il recueille des garagistes pour l'aider à réparer sa Batmobile, il convainc les âmes brisées de renoncer à leur vengeance et les forme à devenir de vrais justiciers, il coach les super-héros débutants, il n'hésite pas à devenir l'ami imaginaire des petites filles de criminels pour les empêcher d'être traumatisées. Bref, il y a autour de lui une foultitude de sidekicks et ce n'est pas pour rien. En fait de chef de clan, Batman est surtout un champion de la réinsertion. Il aide les gens qui ont vécu une tragédie à trouver un objectif qui leur permette de transformer cette tragédie en énergie positive comme il l'a fait lui-même. Il y aurait moyen de faire une version cynique de l'histoire où Batman serait campé comme une sorte de gourou de secte qui convertit les esprits fragiles à sa façon de vivre, mais il est essentiel que la Bat-Family soit campée comme quelque chose qui permet de trouver un sens à sa vie même après avoir tout perdu. C'est comme ça que l'histoire est la plus satisfaisante. Pour que ça marche vraiment, il faut que cette énergie positive soit forte mais subtile. Je suis pas trop fan de la façon qu'ont les fictions récentes d'insister verbalement sur le fait que la Bat-Family est bel et bien une famille. Avec tous les Robins autres que Damian qui appellent Batman leur père et lui qui les appelle ses fils. C'est ce que je disais, une histoire de super-héros, c'est pas une histoire de développement personnel, c'est une histoire d'investissement dans une cause importante. Les Robins ne sont pas des super-héros pour guérir de leur passé tragique, ils sont des super-héros donc ils arrivent à vivre avec leur passé tragique. Enfin, ils sont pas tous comme ça, mais c'est un schéma général. C'est le deuxième effet qui se coule, pas le but de la manœuvre. Le fait de souligner de manière lourdingue que la Bat-Family est une famille et que Batman est heureux et a beaucoup d'enfants, c'est perdre de vue le vrai sujet de Batman, qui est la lutte contre le crime. Malgré ça, les fictions récentes tiennent beaucoup à avoir cette lourdeur. Le webtoon leur fait carrément afficher un portrait de famille avec tous les sidekicks, même ceux qui normalement se sont éloignés de Batman pour divergence d'opinion. Les divergences d'opinion ne sont rien face aux liens familiaux. Ok, si un membre de ta famille est un super vilain, il y a moyen que tu en viennes à l'arrêter quand même, mais tu iras le voir en prison. On était une famille, Kara. On l'est toujours. J'espère que tu te rendras compte. Et si ton petit-fils est en train de mourir sur les barricades, peu importe ce que tu penses de la Révolution, tu iras le sauver. La famille, c'est très important. Ne remets pas l'extrait, je suis sérieuse. La famille, c'est très important. En tout cas, c'est un sujet très puissant. Qu'on en ait une ou pas, qu'on s'entende avec ou pas, on a tous en soi ce besoin de faire partie de quelque chose. D'avoir un endroit où retourner, d'avoir des gens qui savent d'où tu viens et comment tu vis, parce qu'ils sont venus du même endroit et ont vécu de la même façon. La réalité de la vie quotidienne ne comble pas toujours ce besoin, mais le fait qu'il existe pose une base scénaristique à toute une foultitude d'histoires, toute une gamme de situations qui ne demandent qu'à être exploitées. La puissance du sujet aura peut-être pour effet pervers qu'une fois qu'on l'a choisi, on se sent dispensé de l'exploiter intelligemment, vu qu'il est si fort et semble ne pas avoir besoin d'un gros travail de mise en scène pour être touchant. C'est ce qu'on voit avec la superficialité des parents Disney Pixar récents. Il faut éviter cet écueil et exploiter avec sérieux et rigueur ce sujet très intéressant pour écrire des dessins animés qui méritent qu'on s'en souvienne. T'as les pieds sur terre, sans toi ce serait l'enfer. On se réveille. Pour toi seul notre cœur chante. Pour moi? Et franchement mon garçon, et tout. Jamais on l'aurait cru pouvoir s'aimer à ce point. un jour